Bonjour, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Daily Sangmaro et je suis membre du groupe de travail de facilitation de la région de l'Arctique qui travaille avec les Inuits et les Samis. Et je suis ravi que vous soyez tous et toutes avec nous sur ce deuxième webinaire sur 4 en lien avec l'activité 4 du groupe de travail de facilitation. J'aimerais passer la parole à Tom pour une présentation rapide, en plus de co-diriger cette activité. Nous avons le gouvernement du Canada. Merci Daily, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de voir autant de personnes avec nous, comme Daily a dit. On est ici, je suis aussi nommé pour l'Europe de l'Ouest et d'autres parties sur le groupe de travail de facilitation. Et je suis ravi d'être avec vous et j'ai hâte de continuer cette série de webinaires avec Daily. C'est à vous. OK, merci encore une fois d'être avec nous ce matin. Avant de commencer, j'aimerais dire que il s'agit là de notre deuxième atelier de formation sur un total de 4 ateliers de formation. Notre premier webinaire inclut Naomi Capiri et Mine Atencio Lopez qui sont avec nous aujourd'hui. Il n'a pas pu nous rejoindre la première fois, mais on est ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. En plus, il y a Victoria Bushman qui nous rejoint encore une fois. Dans notre premier atelier, on a pu parler des questions de confiance et de respect en termes de savoir autochtone, en plus de la question de savoir de quoi il s'agit, les connaissances autochtones, quels sont les éléments y afférents, quel est essentiel en termes d'un cadre de droits de l'homme lorsqu'on prend ces connaissances des autochtones en compte et où voir les références spécifiques vers les connaissances des autochtones traditionnelles en termes de changement climatique de manière spécifique. Comme nous avons dit dans notre premier webinaire, la différence importante dans cette formation et dans toutes les autres activités y afférentes, c'est le besoin de développer les capacités des partis étatiques au sein de la CNUC pour bien comprendre l'engagement des connaissances autochtones en lien avec le changement climatique. Donc, je pense qu'il est important que ce soit la direction de cette série d'ateliers. Souvent, on souligne la capacité des peuples autochtones dans toutes sortes de questions, mais encore une fois, il est important de souligner et de parler des cibles de ces différents ateliers de formation en ligne avec les connaissances des peuples autochtones, que les partis étatiques ont besoin d'améliorer leur capacité en termes de connaissances des peuples autochtones. Il n'y a pas de meilleurs experts dans ce contexte que des peuples autochtones. Donc, dans notre première séance de formation où nous avons parlé des connaissances, des contributions importantes ont été faites par les parties prenantes qui ont partagé leurs connaissances avec nous. Par exemple, Naomi Capori a parlé de l'importance de la nature intergénérationnelle des connaissances des autochtones, en plus de l'adaptation des connaissances autochtones en lien avec l'environnement. En plus, on a une contribution très importante de Mine qui a parlé de l'utilisation des connaissances des autochtones en termes de son propre peuple, en plus en lien avec la météo, les coutumes, les pratiques en lien avec leur sécurité alimentaire, leur récolte, par exemple. On a eu une présentation très utile de la part de Victoria Bushman qui a donné des exemples
sur les connaissances autochtones, mais aussi ce qui n'est pas une connaissance des autochtones. Ce matin, nous sommes ravis de entreprendre une autre série d'experts à partager leurs perspectives, leurs avis sur cette fois l'engagement éthique des connaissances de peuples autochtones, surtout en termes de protocoles et de lignes directrices pour les connaissances des peuples autochtones. J'aimerais diriger tout le monde vers le site web de la CNUC en lien avec tous les supports qui sont survenus pendant les ateliers de formation, mais aussi en lien avec le mandat et les objectifs de ce groupe de travail sur la facilitation et surtout cette fonction spécifique de ce groupe de travail qui souligne la capacité de l'engagement et comme j'ai déjà dit, à la fois l'engagement des peuples autochtones en plus des partis étatiques. Je vais maintenant passer la parole à Tom qui va rentrer plus dans les détails du format de cette séance de formation ce matin. Merci Daily de cette résumé. Donc, brièvement, je vais parler de l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, en plus des questions de format. Donc, tout d'abord, il s'agit de prendre cette compréhension que nous avons déjà développée et rentrer plus dans les détails de l'engagement éthique et équitable des connaissances des peuples autochtones dans le contexte du changement climatique. Nos orateurs vont fournir des exemples des protocoles et de lignes directrices à suivre pour faire en sorte que cet engagement soit équitable et éthique. Pour la raison d'avoir besoin de ces engagements et d'où viennent ces protocoles et comment respecter ces protocoles et les peuples autochtones. On va aussi donner des exemples concrets de l'engagement dans ce contexte de connaissances autochtones et de changement climatique en termes des défis et des modèles de réussite. En fin de compte, on espère que cela va vous aider à comprendre ce sujet et vous donner une manière de s'engager de manière meilleure avec les connaissances de manière éthique et en ligne avec les droits des peuples autochtones. Pour répondre à ces objectifs, on va couvrir deux parties. Tout d'abord, une formation de nos experts. On a quatre orateurs de l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, les îles Caraïbes, Russie et l'Arctique. Ils vont parler pendant environ 10 minutes. Notre premier orateur, Yo, malheureusement, ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais va présenter dans une présentation d'avenir. Ensuite, on va passer à la partie suivante, une séance de 55 minutes de questions-réponses. Et on voudrait que ce soit une opportunité d'apprendre, de discuter. Et je vous invite à poser des questions. En termes de la manière de soumettre vos questions, je vous invite à mettre cela dans le chat. On va suivre ce chat pendant les présentations et on va prendre les questions dans ce chat. Daily va maintenant présenter nos orateurs et passer à la première présentation. Merci Tom. Notre premier orateur ce matin, Dwayne Chiliyazi, et comme il a dit tout au début, il est dîné et aimerait dire quelques mots pour se présenter. Donc, bienvenue à cette séance de formation. Donc, je vais vous passer la parole pour votre présentation. Chili, c'est à vous. Merci. Je m'appelle Chili Yazi. Je suis ici à Shiprock, Nouvelle-Mexique. J'aimerais être représentant de toutes les Amériques pour les peuples autochtones et tous les pays à travers le monde pour les peuples autochtones qui restent en ligne avec nos objectifs. Bon, mais moi, je fais partie des peuples Salt, les eaux qui ruissellent ensemble, mais mon grand-père
son nom de peuple autochtone, rouge de tête. Donc maintenant, je vais passer à la présentation. You can begin to record a presentation. Une présentation enregistrée la terre autochtone, les 4 tribus de l'humanité qui ayant été formées de la terre comme nos corps sont à l'origine de la terre. On la considère comme notre mère. On est né de notre mère, on appartient à elle et elle nous appartient, comme mère et enfant s'appartiennent. Sa vie, c'est notre vie. Les 4 tribus comprennent les éléments de base de la vie. Des tribus noires, une décroissance de l'eau, jaune s'occupe de l'air, tribu jaune s'occupe du feu et tribu rouge s'occupe de la terre. Donc, on protège la terre et ses eaux. Le Créateur, c'est l'entité clé qui habite dans sa création, son esprit percole à travers la terre son caractère, son essence spirituelle. Les peuples autochtones connaissent les paradigmes ne peuvent pas être séparés, on ne peut pas être complétés sans tous les paradigmes. L'unité de la réalité physique et virtuelle et spirituelle de l'homme sont d'origine unique et tout interconnecté à travers la vie et toute création. Comprendre cela a été mal comprise et par une pensée occitane et le point de vue de l'autochtone est vrai par rapport à son origine. Tout ce qui vit en termes de l'être humain et non humain a une composition physique fusionnée avec leur énergie spirituelle, leur respiration, leur âme. On dépend de la terre pour être nourri. Notre réalité fait en sorte que toute chose qu'on utilise pour se nourrir consiste en âme, donc une vie de respect, de remerciement, une sincérité d'objectif est clé. Les entités considérées sans vie ont leur essence, leur esprit d'énergie, leur énergie d'esprit. La Terre a été créée de manière pure avec l'équilibre entre les systèmes de vie. Cet équilibre doit être maintenu entre la terre et toute chose qui vit là-dessus. Au début de notre vie, on a reçu des instructions qui nous ont donné des connaissances de toute la vie, de nos relations avec toute la création. On définit nos rôles, nos responsabilités pour maintenir l'équilibre, pour faire en sorte que la vie continue. La Terre traite des processus de la vie pour continuer la vie. La Terre veut continuer à vivre, de maintenir l'équilibre qui est clé à faire en sorte que sa vie perdure. La vie non humaine a gardé cette réciprocité. L'homme n'a pas suivi cette instruction. En termes de l'homme de l'Ouest, la Terre et ses éléments sont sans âme, ce qui permet d'avoir une exploitation sans discrimination. L'homme de l'Ouest continue à porter atteinte à l'équilibre, développement et faire en sorte une crise climatique. Les conséquences de cette crise sont l'extinction des vies et une perturbation totale de l'équilibre de la nature, comme on voit par les incendies, les sécheresses, la pollution à travers le monde.
cette exploitation sur notre mer, la terre, a été écrit par les stratégies perçues dans le cadre de l'Ouest. Cette perspective fonctionne de manière primordiale dans le domaine physique. Ce processus est dérivé de porter atteinte aux aspects spirituels de la vie. Donc, cette idée ne peut pas réussir et cet avenir qui porte atteinte à cela. Dans ce monde, on peut parler des derniers jours de la Terre, mais là, je parle de cette idée basée sur les sciences de l'Ouest et les mesures de probabilité. En 2006, Stephen Hawking avait prédit que cette Terre n'a plus que 100 ans de vie qui reste. Il avait décidé, il avait dit que cela sera suite à cette crise climatique, les maladies et une menace nucléaire. Il avait proposé que 5 générations de l'humanité ont un avenir seulement sur cette planète. Donc, cette vie est en place grâce aux efforts de certains gouvernements et les industries de l'extraction qui ont touché cette exploitation pour accélérer une réalisation de cette fin. Cette réalité fait en sorte de savoir si on devrait continuer à détruire la planète ou sauver la Terre. Cette exploitation a besoin de l'intervention de ceux qui parlent de cette mal de notre Terre. Les enfants de la Terre sont responsables et sont appelés à donner leur voix à cette intervention. On doit protéger la vie de la Terre pour le peuple humain, pour les permettre de vivre plus longtemps que la fin. Notre terre partagée, c'est de préserver l'avenir pour nos petits-enfants et les générations d'avenir. Les peuples autochtones ont des réponses clés pour aider l'humanité à survivre. L'interprète s'excuse, il n'y a plus de son. It appears, Chile, we have il paraît, Chili, qu'il y a des soucis techniques. Est-ce qu'on était presque à la fin de cette présentation? Oui. Notre préoccupation clé doit être de protéger la Terre pour permettre à l'homme de vivre plus loin que la fin prédite de la Terre. Pour l'avenir de nos petits-enfants et l'avenir des générations d'avenir. Les peuples autochtones ont des réponses clés qui vont permettre à l'humanité de survivre cet élément-ci. La Terre va écouter pour rester en ligne avec la Terre, pour se demander, chasser, aimer la vie, avec tout ce qu'on peut voir, vivre les défis de la vie et être là où on est censé être. Les valeurs de l'Ouest ne sont pas ce qu'on était censé être. Les conquistadors, les esclaves, les peuples, les femmes ont été pris, on les a frappés au-delà des guerres des peuples autochtones dans notre histoire. Les gouvernements ont violé nos terres, mis en place une gouvernance coloniale pour le leader n'ont pas vu les plans, ont travaillé avec les gouvernements pour prendre l'argent plutôt que la vie. Ce n'est pas une chose bonne. Les bureaucrates ont fait en sorte de lutter. Donc notre terre, la terre c'est nous. On voit la terre, on chante ses chansons, on
voit de manière claire que notre terre a mal et fatiguée. People don't seem to care. Riches like greed, scheming for more is American way, and La manière de faire en sorte d'être gourmand, une expression pour détruire la vie de la terre. Les océans montent, la météo, les incendies, le monde naturel est en train de mourir. Sans eau, le changement climatique et la terre pleure. On a vécu les moments de la vie, mais maintenant on voit des vies troublées. Mais pour nos enfants, les enfants, levez-vous, défendre la terre. Les peuples autochtones, nous sommes les peuples choisis, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Chili, pour votre présentation. On pourrait peut-être passer à changer de vue. Je vous remercie de ce point de vue du peuple autochtone que vous avez communiqué dans cette discussion sur l'importance des connaissances des peuples autochtones pour souligner les impacts du changement climatique sur les peuples autochtones. En plus, l'appel à l'action non seulement pour les peuples autochtones, mais aussi pour toute personne en lien avec le rôle de gardien des peuples autochtones pour la protection de notre mer lorsque nous passons à cet impact du changement climatique, non seulement sur la Terre, mais aussi sur les êtres humains qui ont contribué aux conditions qu'on vit actuellement. Donc, Liana, encore une fois, aussi pour vos images partagées lors de cette présentation par PowerPoint. C'est maintenant un plaisir pour moi de vous présenter Atencio Lopez. ¿Puedo hablar? Atencio Lopez montre l'interprète s'excuse, il y a des bruits de fond, on s'excuse pour les échos là, mais est-ce que quelqu'un de l'informatique pourrait nous aider? Mais rapidement, Atencio fait partie du peuple Kuna à Panama. Il a étudié à l'université, l'école de droit et de politique à l'université de Panama. Il a travaillé dans les organisations de peuples autochtones au Panama et à l'étranger. Il est observateur de l'élection de l'OAS au niveau des zones de peuples autochtones au Guatemala, mais aussi pour la mission de l'ONU au Guatemala, mais aussi conseiller au président du Parlement, coordinateur des cours en espagnol pour les peuples autochtones, en plus de ses contributions pour servir comme membre du congrès de Kuna. Il a été un participant direct de la Banque mondiale de l'ILO et aussi il a plaidé en faveur des droits des Kuna Yala, mais aussi de tout autre peuple autochtone. Donc c'est un plaisir pour moi d'inviter Atencio de partager ses perspectives, ses idées, non seulement en termes des protocoles et de lignes directrices, mais aussi de parler des questions qu'il voulait citer lors de notre premier webinaire où il n'a pas pu nous rejoindre. Donc, Atencio,
Vous avez maintenant la parole. Buenos días, buenas tardes, queridos hermanas y hermanos. Gracias, Daile, por la introducción. En estos momentos difíciles que están Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vivons des moments difficiles pour les populations autochtones en particulier, et ces populations ont un rôle très important à jouer. por diferentes sectores de las sociedades, de los estados. Hoy día estamos contribuyendo Et nous contribuons énormément con el mundo para à tout ce qui se passe dans le monde pour essayer de déboucher sur un monde meilleur et de trouver des solutions. COVID-19. Et surtout à l'ère de la COVID-19, Tenemos 49 comunidades notre propre pays, qui a 39 différents peuples, eh bien, Panamá, el país nous avons pu élaborer nos propres protocoles. mayor casos de COVID-19. Excusez-moi de vous interrompre. Il semblerait que l'interprétation sur le canal anglais n'a pas l'air de fonctionner, car un grand nombre de délégués ont choisi donc l'interprétation en anglais, mais on ne l'entend pas sur le canal anglais. Et attention, je m'excuse en fait de vous interrompre. Eh bien, nous sommes en train d'essayer de réparer cela. Un instant, s'il vous plaît. Bien, merci. Señor López, Buenos días. sí, buenos días. Estamos mirando qué pasó y vamos a arreglarlo en un Oui, momento. nos excuses. Nous sommes en train d'essayer de réparer ce problème. Je pense que maintenant, il semblerait que l'anglais passe donc sur le canal anglais, pour ceux qui écoutent en anglais. Donc, le problème a l'air d'avoir été réparé. Attention, Eh, allez-y. Como les decía, ahora mismo que el mundo está pasando por una situación difícil. Oui, comme je le disais, le monde a à faire face à une situation extrêmement difficile. El conocimiento tradicional En ce qui concerne les peuples autochtones, utilizado nos connaissances traditionnelles a los problemas que anteriormente essayent no nos tomaban. d'offrir des solutions ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el qui n'avaient pas été prises en compte précédemment. Et qu'est-ce que j'entends par là? en la parte Eh bien, par exemple, les de la medicina connaissances tradicional des está dando peuples autochtones en ce qui concerne, disons, la médecine. en el caso de los cunas. C'est un aspect qui joue un rôle très important. Par exemple, au Panama, en ce qui concerne le peuple des Kula, Panamá à l'ère de la COVID-19, con mayores casos en Centroamérica de COVID-19. même si on peut dire qu'en Amérique centrale, c'est le pays qui a vu le plus grand nombre de cas de la COVID déclarés, dans nos régions autochtones, eh bien, on ne voit pas énormément de ces cas de COVID. Pourquoi? Eh bien, parce que, en particulier, nous avons nos propres protocoles afin de faire face à cette pandémie. Et qu'est-ce que nous entendons par là? Eh bien, nous sommes tombés d'accord avec le ministère de la Santé du Panama, le ministère nous permet d'utiliser certains hôpitaux dans notre région et qui peut offrir à la fois des médicaments traditionnels et soi-disant modernes. Et après les mois de juillet, août, septembre, nous avons eu seulement 500 cas et à l'heure actuelle, nous n'avons connu que 600 cas.
ce qui est très peu, et c'est aussi grâce donc à la médecine traditionnelle, ainsi bien sûr que grâce à la médecine occidentale. Dans la région des Caraïbes, je dois dire que nous avons déjà souffert en tant que peuple autochtone et maintenant nous devons faire face à la pandémie. Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, nos autorités traditionnelles nos administrations traditionnelles ont élaboré et enseigné des compétences et nous comprenons que nous aurons également à faire face à des changements très importants, des changements graves dus au changement climatique. Et il y a certaines de nos communautés qui essaient de créer de nouvelles communautés dans nos forêts. Et nous nous y préparons. Et nous savons que dû au changement climatique, eh bien, nos communautés auront beaucoup de mal économiquement parlant. Nous dépendons beaucoup du tourisme, par exemple. Et il nous faudra nous adapter à la nature qui essaie de nous envoyer des messages. En même temps, le Congrès national des Nkongras et l'Assemblée nationale des peuples autochtones au Panama ont demandé à ce que la médecine traditionnelle puisse être utilisée et puisse former des médecins en médecine traditionnelle. Et ceci est très important pour nous. Et très souvent, dans notre pays, comme dans d'autres pays, les peuples autochtones, en fait, sont ignorés, trop souvent ignorés. Nous ne sommes certainement pas une priorité. Et donc, cela nous oblige à créer nos propres structures et à nous organiser. Et bon, les vaccins contre la Covid ont déjà été introduits au Panama, mais il semblerait qu'en ce qui concerne nos peuples, eh bien, ce n'est qu'en septembre qu'on pourra en profiter. Et c'est pour cela qu'il nous faut essayer d'élaborer d'autres solutions traditionnelles, car notre peuple continue à penser que nous pouvons contribuer au développement de l'humanité en suivant les traditions de nos aïeux. La stratégie en ce qui concerne les terres est devenue importante puisque l'eau est devenue une matière première de base très importante. Et lorsque nous parlons de forêts, de rivières, eh bien nous parlons très souvent de terres qui appartiennent, de forêts qui appartiennent à des peuples autochtones. Et cela veut dire aussi que nous devons très souvent nous préparer à une lutte contre les entreprises multinationales pour qui tout est un produit. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut pouvoir échanger nos idées, promouvoir notre savoir, appuyer aussi bien sûr les initiatives des Nations Unies afin de pouvoir aider à préparer l'humanité à faire face à des problèmes nouveaux. Dû à des actes ou des mesures adoptées par des êtres humains qui peuvent être très négatifs. Et lorsqu'on parle de développement, très souvent, des conditions nous sont imposées.
Et un responsable du peuple Akuna a dit à un de nos ministres que, vous savez, votre développement, le développement dont vous parlez, nous rend pauvres, nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, dans le monde occidental, nous parlons très souvent de développement, mais dans le sens de la construction de grandes infrastructures qui affectent les peuples autochtones. Dans le cas des États-Unis, les choses sont claires. Le développement au XXIe siècle appauvrit un grand nombre de peuples autochtones. Par conséquent, il faut continuer à lutter au quotidien pour nous opposer à ces plans de soi-disant développement qui visent en fait à s'approprier nos terres. Et c'est grâce à nos terres, si l'on continue à posséder ces terres traditionnelles, que nous continuerons à pouvoir transmettre notre savoir traditionnel. Eh bien voilà, je vais conclure maintenant. Et je conclurai en disant que la voix des peuples autochtones doit encore se faire entendre à l'échelle mondiale. Il ne faut pas faire fi du savoir traditionnel. Et en tant qu'être humain, il faut défendre notre culture. Et ceci afin que la nature ne soit pas utilisée comme une matière première multinationale qui n'ont pour objectif que de gagner de l'argent. Plutôt que de tenir compte de cette énorme biodiversité qui nous est très chère. Merci. Bien, merci infiniment. Atencio, merci pour ces commentaires. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions et de ce que vous avez observé dans votre pays et vos territoires, ce qui concerne le changement climatique et le développement, et votre commentaire portant sur le fait que tout maintenant semble être quelque chose que l'on essaie d'exploiter pour gagner de l'argent et qu'il est extrêmement important de pouvoir sauvegarder la culture de votre peuple et d'autres peuples autochtones confrontés à des forces économiques très puissantes. Donc, merci à nouveau infiniment. Nous allons à présent nous tourner vers une présentation par Slava Chadrin. Malheureusement, notre collègue dans le comité de facilitation n'a pas pu nous rejoindre, comme Tom l'a dit plus tôt. Et donc, nous allons pouvoir écouter notre collègue de Yakoutsk, de la Fédération de Russie. Et Slava est un expert en droit autochtone sur le changement climatique, l'utilisation traditionnelle des terres, la langue et la culture. Il est président du Conseil des aînés actuel de la République de Sakaya-Yakoutia dans la Fédération de Russie. Et depuis les derniers jours de l'Union soviétique, Tchitravdan en fait a avancé la cause des peuples autochtones dans l'extrême est de la Russie. Et il est vice-président de l'Association russe des peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l'extrême Orient, connu sous le nom également de Raipon. Il a beaucoup fait pour appuyer les questions de culture linguistique et depuis le début du millénaire, il a accompagné tous les mouvements des peuples autochtones, pas seulement son propre peuple, mais les Tchouktchis, Organes et bien d'autres peuples dans toute la région de Yakutska, Margadan et Khabarovsk, parmi d'autres.
ainsi que des efforts internationaux qu'il a fait. La dernière fois que je vous ai vu, Shadran, c'était en Finlande, je crois. Et il s'agissait en fait de questions de pêche importantes pour les peuples autochtones de la région de l'Arctique. Il est également donc un chercheur dans les études autochtones de la division de Nord, de la division de Sibérie de l'Académie des sciences russes. Et donc j'ai un grand plaisir de vous donner la parole virtuelle. Ça va pour votre présentation sur les connaissances autochtones, les protocoles et les connaissances. C'est à vous. Bonjour, en fait, je viens de vous dire bonjour dans ma propre langue maternelle, en fait, qui n'est pas le russe. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de questions liées à la production du savoir autochtone et comment nous pouvons juxtaposer ces connaissances avec la science, et en Russie en particulier. Et tout d'abord, je commencerai en disant que le changement climatique pour nos peuples, eh bien, il ne s'agit pas simplement d'un raisonnement scientifique à propos d'un futur purement théorique. Non, cela représente une véritable menace à notre existence quotidienne. Nos terres ont été sujettes à des changements très graves, des changements climatiques en particulier. Dans le reste du monde, c'est environ de 1 degré, mais dans notre région, il y a eu des changements de température, une augmentation de 5 à 6 degrés centigrades. Et donc, j'aimerais, pour commencer, parler des difficultés que nous avons connues. Qu'est-ce qui sépare les connaissances autochtones de la science? Et pourquoi, d'ailleurs, les sépare-t-on? L'approche conventionnelle et que, en fait, je dirais que c'est une mentalité qui a l'air d'être, qui, en ce qui me concerne, est très coloniale. C'est très démodé maintenant. On a tendance à considérer que la science et les connaissances des peuples autochtones, en fait, n'ont rien à voir les uns avec les autres, alors que ça n'est pas vrai du tout. C'est là une pensée tout à fait démodée. Le savoir autochtone est considéré comme un savoir auxiliaire, dans le meilleur des cas, un savoir, au mieux, un instrument. On se sert des connaissances autochtones peut-être simplement pour confirmer une théorie ou un concept scientifique. Et je dirais que notre approche envers les connaissances autochtones est une partie de la nature. Et donc nos valeurs sont très différentes. Et la valeur la plus importante pour nous, c'est la nature propre. Ce sont là nos valeurs principales. Mais dans le cas d'autres cultures, eh bien, il pourrait y avoir d'autres valeurs très différentes des nôtres. Et aussi, très souvent, nos objectifs sont très différents au niveau de la recherche. Les scientifiques, par exemple, traitent de cas sur la base de demandes d'études lancées par de grandes multinationales. Et très souvent, ces scientifiques sont financés par ces grandes entreprises et elles considèrent que, par conséquent, les connaissances autochtones sont très auxiliaires, très marginales. Et puis, le problème très grave de l'inégalité, l'inégalité en ce qui concerne l'approche envers la recherche et la coproduction du savoir est entravée par cette inégalité. Très souvent, les chercheurs autochtones ne sont pas considérés comme égaux. Simplement, ce sont des sources additionnelles d'informations. On ne vient pas traiter avec le même sérieux que l'on traite les scientifiques occidentaux. Si l'on voit qui reçoit des bourses de recherche, par exemple, eh bien, ces bourses sont accordées à des scientifiques et à des centres scientifiques. Mais
très rarement aux peuples autochtones ou les communautés scientifiques des peuples autochtones. Et on a très peu de droits en ce qui concerne la propriété intellectuelle, par exemple, qui devrait appartenir aux scientifiques et leurs instituts. Et les droits de propriété intellectuelle, donc, comme je le disais, sont détenus par ces scientifiques et les instituts. Mais ceux qui détiennent le savoir ne sont pas les propriétaires de cette propriété intellectuelle, très malheureusement. Et très souvent, nos propres scientifiques sont très rarement mentionnés comme co-auteurs d'articles scientifiques reconnus en Occident. Et les scientifiques occidentaux peuvent peut-être remercier, exprimer leur reconnaissance envers les scientifiques autochtones, mais ça ne va pas plus loin. Cela reste lettre morte. Si l'on voit en fait les honoraires qui sont payés, il y a une grande inégalité. Au mieux, eh bien, nos propres chercheurs pourraient recevoir un cadeau, un souvenir, mais ne pas être payés pour leur travail. Et une autre chose que j'ajouterais, donc, la participation aux événements scientifiques. Les résultats des recherches sont présentés et normalement, ce sont des scientifiques qui participent à ces événements. Et il est rare que ce soit les détenteurs autochtones des connaissances, en fait, qui participent et qui sont invités à ces événements scientifiques. Donc, en ce qui concerne la coproduction des connaissances ou du savoir. Alors, que peut-on faire à cet égard? Eh bien, nous devons absolument progresser. Et aujourd'hui, nous observons que dans le monde, enfin, les droits des peuples autochtones commencent à être reconnus. Il est essentiel que toute connaissance qui soit engendrée, qui sont dues donc à des connaissances partagées par les peuples autochtones, eh bien, tout ceci devrait être conforme au principe du consentement. Et l'on devrait appliquer le principe suivant, à savoir sans nous, rien, à savoir que toute recherche qui est faite avec les peuples autochtones ou sur les peuples autochtones, eh bien, une telle recherche devrait être faite en coopération avec nos représentants et qui devrait être traitée sur le même pied d'égalité. Il ne s'agit pas simplement donc que nos chercheurs puissent travailler avec les chercheurs soi-disant officiels, mais qu'ils soient traités avec respect et dignité et de manière équitable, et que nous devrions avoir également le droit de détenir la propriété intellectuelle et avoir des droits d'auteur par conséquent. Il faut être pratique dans notre recherche. Et lorsque nous parlons de la coproduction du savoir, il faut comprendre que l'objectif de cette recherche devrait être donc un développement durable et au niveau en particulier de nos peuples autochtones, mais malheureusement, les recherches d'activité portent sur des tâches ou des études très étroites, mais qui ne servent pas à grand-chose, un petit peu trop théoriques, mais pas suffisamment pratiques, et qui n'aident pas suffisamment nos communautés. Je dirais, en conclusion, j'ajouterais peut-être avant ma conclusion, que les résultats des recherches d'activité engendrés grâce à la coproduction des connaissances avec les peuples autochtones devraient profiter également donc aux peuples autochtones. Et cela devrait être fait sur la base du respect mutuel. Cela devrait être fondé sur les principes du pluralisme et du respect de la différence des différents points de vue. Et le savoir autochtone devrait être reconnu comme étant égal au savoir
générale ou occidentale, soi-disant. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons dire que oui, nous contribuons véritablement à résoudre les problèmes liés au changement climatique. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra véritablement contribuer à cet énorme problème, qui est un énorme problème également pour les peuples autochtones. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à vous pour cet exposé très simple et très concis. Et en particulier, vous avez indiqué les problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones en ce qui concerne la coproduction des connaissances et votre message à propos du traitement égal dans le contexte du savoir autochtone. Vous avez extrêmement bien relayé ce message, ainsi que le dernier commentaire que vous avez fait, à savoir le besoin de recherche qui serait pratique et utile pour les peuples autochtones, pas seulement au niveau du sujet même, mais comment faire en sorte que les peuples autochtones puissent être engagés dans cette recherche et le traitement égal des détenteurs de connaissances autochtones pendant toutes ces études de recherche. Et puis, le respect mutuel que vous avez souligné, ceci est extrêmement très important. Et donc, nous aurons grand plaisir à continuer à dialoguer avec vous lors de ce webinaire. Nous allons à présent passer à l'intervenant suivant et je suis très heureux de pouvoir accueillir Victoria Bushman de Alaska, donc originaire de l'Alaska, mais qui vit maintenant au Groenland. Et Victoria est une biologiste de la faune de l'Alaska, comme je l'ai dit à l'origine, d'une très petite ville au nord de l'Alaska. Et sa spécialité, c'est la conservation des terres, de l'eau et des espèces dans les terres autochtones de l'Arctique. Et elle travaille également pour le Conseil de l'Inuit du cercle polaire et elle travaille sur le Arctic Port of Wana, qui est un des groupes de travail du Conseil de l'Arctique. En plus, elle travaille donc à l'Institut des ressources naturelles du Groenland. Et son travail sur la recherche et la politique vise à promouvoir les partenariats avec les peuples indigènes, les peuples autochtones, et afin d'élaborer des efforts de conservation qui soient tout à fait pertinents pour la région de l'Arctique et en faveur des peuples autochtones de l'Arctique. Donc, j'ai grand plaisir à vous accueillir à nouveau. Encore une fois, je vous donne ce microphone virtuel. Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, où vous soyez. Je suis ravi d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Si vous étiez avec nous la dernière fois, je vous en ai entendu parler de notre nouveau projet quand on travaille sur le développement de protocoles au niveau international pour un engagement équitable et éthique de nos communautés pour nos connaissances comme deux concepts liés. Je vais vous parler un peu de ce que, comme je disais, on est en train de développer les protocoles pour l'engagement équitable et éthique de nos peuples. Il y a beaucoup d'attention prêtée à reprendre les protocoles existants, les lignes directrices existantes, les règles, les valeurs pour l'engagement de nos communautés et de nos connaissances à travers ces 4 régions lorsqu'on met en place ces protocoles au niveau international. On est à mi-chemin actuellement parce qu'on a fait un résumé de tout ce qui existe déjà, ce qui a déjà été développé et dit sur la manière de s'engager avec nos connaissances de manière respectueuse et utile. On a fait cette partie. Ce qu'on va faire bientôt, c'est de rassembler tout cela au niveau de nos communautés pour identifier ces protocoles. Mais actuellement, ce que je peux vous dire, que
nous avons mis en place, nous avons trouvé surtout qu'on nous demande de manière continuelle de s'engager au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de la gouvernance dans le développement de recherche de ressources naturelles et différents projets d'infrastructure, de transport international. Il y a différentes choses à l'extérieur de la recherche où nous nous sommes engagés comme peuple. On nous demande souvent de contribuer nos connaissances dans ces processus, non seulement parce que cela est nécessaire selon la loi, mais aussi une reconnaissance que nos connaissances soient utiles dans le développement de différentes sortes de projets, non seulement dans mon secteur, c'est-à-dire une planification de conservation, mais aussi dans les sujets de protection pour atteindre les objectifs au niveau international, mais aussi dans la préservation de différentes espèces, surtout dans l'Arctique, qui sont des sujets d'intérêt. Nos connaissances portent sur la prise de décision et ce qu'on voit souvent, c'est que ces connaissances sont complémentaires aux connaissances scientifiques et on peut utiliser les connaissances de peuples autochtones pour valider les connaissances des scientifiques parce que nous avons beaucoup de recherche qui est entreprise dans le Nord, mais pendant des saisons, des périodes de temps courtes, on ne peut pas faire d'expérience au fil de l'année, par exemple. Ce sont des choses très difficiles. Donc, les membres de nos communautés ont été demandés de faire partie de ces recherches pour améliorer les qualités de recherche qu'on reçoit au niveau de la recherche, non seulement dans la recherche, mais aussi en termes de gouvernance et de décider comment faire ces choses et de planifier différentes choses. Parmi les choses que je voudrais partager avec vous, qu'on apprend, cela va en ligne avec les présentations que nous avons vues aujourd'hui. Nous trouvons qu'il est très important pour notre peuple de reconnaître que nos connaissances ont une même importance que les connaissances scientifiques avec ses propres processus de validation de méthodologie et sont aussi valables que les connaissances scientifiques et complémentaires. Il faut prendre en compte les deux lors d'une prise de décision. On voit aussi que souvent la recherche et les opportunités d'engagement avec nos peuples sont au niveau de l'extraction. Donc, des individus arrivent pour chercher nos connaissances qui ne sont plus jamais accessibles à nos propres communautés. Donc, par exemple, si on a des projets de cartographie de risque, les connaissances sont utilisées pour améliorer la cartographie, pour identifier les dangers, identifier les dangers d'avenir, mais ces cartes ne reviennent jamais dans nos communautés, donc ces connaissances sont perdues. Cela est aussi une chose lorsqu'on parle d'espèces spécifiques où les connaissances sont utilisées pour entreprendre ces connaissances pour différentes espèces où c'est des choses qui sont protégées selon la loi internationale. Et ces connaissances sont utilisées pour protéger nos connaissances, mais les peuples autochtones ne sont pas inclus dans la prise de décision suite à ces décisions pour parler des limites au niveau de notre autorisation de chasser ou de pêcher. Donc, nos connaissances ne sont pas utilisées de manière éthique. On voit aussi que, comme nous avons vu dans notre dernière présentation, il y a différentes idées pour les connaissances des peuples autochtones. Pour nous, dans le Nord, les connaissances des peuples autochtones appartiennent aux communautés plutôt que des individus ou des institutions. Donc, parfois, des formulaires de propriété ne soutiennent pas l'utilisation de nos connaissances et de nos espaces de manière qui protège nos connaissances, non seulement pour nous, mais aussi pour les utiliser dans l'avenir. Il faut avoir le droit actif de détenir ces informations, de garder l'accès à ces informations, tout en reconnaissant que bien qu'on veut partager nos connaissances, on veut que nos connaissances fassent partie de ce travail. Il y a des peuples qui utilisent nos connaissances contre nous, donc il faut se protéger aussi
Et ce sont des choses comme ça où l'Inuit doit donner un sens sur la manière de faire cela de manière appropriée. Souvent, il y a beaucoup d'engagement avec les connaissances de peuples autochtones, beaucoup de soucis en ligne de l'engagement portent d'une mauvaise compréhension de quoi il s'agit et comment cela peut être utile, en plus d'une mauvaise utilisation de ces connaissances qui devient normalisée actuellement, ce qui inclut les chercheurs qui viennent et ne demandent pas les bons peuples, les bonnes personnes pour ces connaissances et tirent les conclusions qui ne reflètent pas nos connaissances en termes plus larges. Je pense que je peux terminer là pour l'instant et on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoria, pour votre commentaire. Je sais que vous avez beaucoup plus à nous dire sur les éléments et je vous remercie aussi pour les exemples que vous avez fournis sur une mauvaise utilisation de ces connaissances de peuples autochtones, mais aussi les étapes entreprises par ceux qui paraissent accepter et répondre à un engagement éthique des connaissances autochtones, mais en fin de compte, travaille pour utiliser ces connaissances contre les peuples autochtones. Cela est un aspect très important sur la manière de protéger le respect et une reconnaissance des connaissances autochtones des peuples autochtones. Je voudrais partager rapidement quelques exemples de protocoles et de lignes directrices qui ont été développés par des peuples autochtones dans différents contextes. Je voudrais rapidement vous donner deux exemples sur le partage de d'exemples de l'Institut australien pour différents peuples en Australie qui ont mis en place par les peuples autochtones dans les Torres Straits en termes des activités de recherche dans leur communauté. Ils ont fait cela plutôt axé sur une recherche formelle, comme Slava a dit, ceux qui accueillent des fonds des IACSIS, c'est-à-dire l'Organisation des peuples l'Australie a mis en place avec ce que Victoria a dit, en ligne avec le projet mis en place par le Conseil Inuit pour préparer une gamme de protocoles pour l'engagement éthique des connaissances autochtones. Donc, j'invite les participants à visiter le site web de l'Institut australien des affaires pour regarder leur code de déontologie. En plus de cela, ils parlent de la manière d'appliquer ce code et cela nous montre que nous pouvons avoir les standards, nous pouvons avoir des critères qui font en sorte que des autres, les scientifiques, les académiques et d'autres qui rentrent dans les communautés autochtones ont un besoin d'établir les principes d'un engagement éthique, mais aussi il faut faut aller plus loin pour instruire les individus sur la manière d'appliquer les standards. Cela ne va pas vous étonner que
les standards créés par AAD6 démontrent tout d'abord sur la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, mais aussi définit des principes clés basés sur les vues globales des peuples autochtones, c'est-à-dire que tout est holistique, tout est lié, interdépendant et indivisible, mais aussi que le droit à l'autodétermination est au cœur de leur déontologie. En plus, cela ne va pas vous étonner que ce que nous avons dit en termes d'un accord, cela est en lien avec l'engagement des détenteurs de connaissances autochtones dans le contexte de l'Australie des peuples autochtones. Cela ne m'étonne pas et cela ne va pas vous étonner que d'un point de vue des peuples autochtones, les peuples autochtones comme détenteurs de droits dans un contexte de connaissances autochtones sont cruciales, primordiales. Et bien sûr, il y a des différences d'une région à l'autre, mais aussi des perspectives fondamentales au cœur de beaucoup des directrices émergentes de l'engagement. Je pense que Victoria et Slava et Atencio et Chili démontrent que les peuples autochtones, au cœur de ces questions spécifiques. Donc, je vous remercie pour les contributions de nos 4 orateurs aujourd'hui. Et dans le cas de Clément Moyala, on a hâte de voir sa présentation dans le contenu de ce webinaire de formation. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Tom pour nous permettre de passer à la séance de questions, de réponses et de dialogue. Donc, encore une fois, merci pour vos présentations. Et maintenant, on va passer à notre partie interactive. Tom. Oui, merci Daily. Merci pour ce résumé et merci à tous les orateurs pour leurs perspectives qui ont été très utiles. Je vous invite, j'invite les orateurs d'allumer leur caméra pendant cette séance de questions-réponses parce que je ne vous vois pas tous et toutes. Je ne vois pas tous les orateurs. Donc, si vous pensez que je ne vous prends pas en compte, je vous invite à prendre la parole. Si vous avez des questions, donc pour les analystes, vous pouvez les mettre dans le chat. Je pense qu'on a déjà reçu quelques questions, mais il y a déjà une question de ma part. C'est à dire, je sais, au niveau des représentants ou des chercheurs du gouvernement, qui voudraient s'engager de manière éthique avec les connaissances autochtones, comment s'engager avec les communautés et quel travail faire du côté du gouvernement avant d'entreprendre ce travail. Let's see. Victoria. Thanks for your question. It's definitely really Merci important. pour votre question. Il est très important. Je pense que parmi les choses les très intéressantes de ce panel et de ces ateliers, c'est ce qu'on doit faire à tout moment, c'est créer la capacité pour les acteurs pour couvrir les bases, pour savoir de quoi il s'agit, des connaissances, où trouver cela, où cela sera accessible
comment identifier les peuples qui dépendent de ces communautés proprement dit, parce qu'on voit que suffisamment de personnes posent la question de savoir comment inclure les connaissances autochtones. Suffisamment de personnes posent la question de savoir si les communautés savent que cela existe, ils s'engagent au niveau des circonstances, ils développent leur propre protocole, leur ligne directrice. Beaucoup de communautés, certaines communautés en tout cas, dans l'article ont déjà leur propre ligne directrice. Ils utilisent ces documents pour aller. Know who your potential community partners are, whether or not they have organizations or. Cela, s'il s'agit des organisations du gouvernement, il est aussi important de mon côté de savoir si vous êtes un acteur étatique et vous voulez travailler avec dans les terres autochtones d'une manière ou d'une autre, si vous voulez travailler avec les connaissances ou non, il existe des peuples autochtones. Même si parcourir ces structures n'est pas selon la loi, mais si vous voulez avoir un partenariat productif et créer une communauté pour le travail que vous êtes en train de faire, il est important de reconnaître que nous avons nos propres gouvernements qui ne sont peut-être pas reconnus au même niveau que les gouvernements au niveau national, mais ce sont des choses importantes et trouver ces Thank you, Victoria. Merci, I Victoria. see Slava. I'll call on you in just a Slava, second. je vais faire appel à vous dans un instant, mais pour répondre, Дело в том, что очень часто надо понимать, для чего правительственные организации или donc, les organisations au niveau gouvernemental исследования в наших ou les agences qui, heureusement, имеем больше негативных примеров, когда большинство nous исследований идут только с точки зрения проведения исследований для интересов больших корпораций, компаний. И это очень часто бывает. И, к сожалению, вот разными словами об общественном благе и так далее решаются какие-то узкие интересы каких-то компаний, корпораций, а не интересы коренных народов. résoudre leurs И, к propres сожалению, intérêts, leur propre tâche. бывает. Это, к Et сожалению, это говорит malheureusement, о том пока неравенстве, которое c'est существует souvent le cas. у нас, ну, по крайней мере, я говорю о Российской Федерации, потому что наши организации, организации коренных народов и так далее, не имеют достаточно сил, достаточно, для того, чтобы противостоять этому. Конечно, это не Pour отрицает faire того, face что de manière есть, конечно, efficace бывают à une telle pression exercée sur социальные, et les activités et nous permettrait de faire des recherches pour développer. Mais la plupart des activités de recherche ne sont pas très avantageuses pour nous. Thank you, Slava. Merci Slava. J'aimerais dire que suite à ce que nous avons vu sur Zoom tout à l'heure, le chat a été fermé. J'invite Tiffany à rouvrir le chat pour nous permettre de partager des messages. On a déjà noté les questions précédentes, donc vous pouvez effacer les messages spam tout de suite. Merci Tiffany. Je vois qu'on a reçu des questions pour Attention et Slava de manière directe. Donc je vais te demander à Attention de répondre à une question qu'on a reçue en termes de sa présentation en ligne avec une médecine traditionnelle et pourquoi cela ne va pas au-delà de nos frontières et pourquoi cela est utilisé uniquement au niveau de ces communautés. Attention, si vous voudriez répondre. ¿Me podría decir la pregunta en español? Vous pourriez poser la question
I actually think we've lost the question. One Je second. pense, Daily, I think your Spanish is a bit better than mine. Daily, je pense Have que vous it parlez mieux translate l'espagnol fast que into, moi, donc est-ce que vous pourriez... One second. Lo que Un pasa instant. es que muchos no tenemos un patent para comercial para que los mismos Ce qui se- propietarios son quien hagan eso en otros lugares. La question se pose en espagnol. Pronounce anything. Que, si no me equivoco, la pregunta era por qué Donc, nuestra la medicina question, tradicional c'était de savoir pourquoi est-ce que la médecine traditionnelle ne va pas au-delà des frontières. Je pense que cela... Il y a quelqu'un d'autre qui avait posé cette question. Malheureusement, les États, lorsque les États appliquaient les connaissances traditionnelles, autochtones, ils ont des droits de propriété intellectuelle et notre médecine, puisque cela n'est pas reconnu de manière directe comme la propriété intellectuelle ou avec les droits d'auteur, cela ne va pas au-delà de ces communautés. Par exemple, si vous regardez les communautés qui vivent en Colombie, au Panama, et lorsque vous avez des frontières à l'Amazone, là, cela traverse les frontières. Et nous travaillons dans ce secteur au niveau de l'ONU, mais aussi au niveau de droit de propriété intellectuelle. Mais cela peut aller au-delà de la médecine traditionnelle. En termes de cancer, par exemple. Est-ce que cela répond à votre question? I think so, yes. Je pense oui. Merci, attention. On ne voit pas d'autres questions dans le chat, donc je vais peut-être poser une autre question pour savoir si un des orateurs pourrait parler sur le développement des protocoles qu'on demande aux partis étatiques de suivre lorsqu'ils s'engagent avec les peuples autochtones. Ce serait intéressant de savoir comment ces protocoles sont développés pour permettre à tout le monde de comprendre pourquoi on doit les suivre et pourquoi démontrer un respect pour ces protocoles. Je ne vois personne qui voudrait prendre la parole. Slava. Хорошо, я попробую сказать. Вот особых каких-то протоколов, по крайней мере, у нас в Российской En Федерации. termes des protocoles, il n'y en a pas dans la Fédération russe. Il n'y a pas de protocole en Russie. En termes de centres scientifiques, ils ont besoin de comprendre. Il y a la loi internationale qui dit que les droits des peuples autochtones, des centres scientifiques ou de sociétés importantes demandent déjà de l'autorisation des peuples autochtones d'entreprendre des entretiens pour rechercher une connaissance. C'est généralement une formalité. Et cela peut être une chose positive de notre point de vue. Mais bien, je veux dire aussi que les protocoles ont besoin d'être développés davantage pour permettre à faire en sorte que ces protocoles ne soient pas uniquement là pour avoir une autorisation informée. Mais ça, c'est une chose très importante. Mais malheureusement, dans la plupart des cas,
Ils utilisent uniquement une partie des informations recherchées. Donc, il faut faire en sorte que cet protocole, si le consentement est donné, cela soit fait de manière informée. Cela va en ligne avec nos connaissances autochtones. On a parlé des droits de propriété aussi. Cela est une question très importante et il reste du travail à faire là-dessus au niveau international pour faire en sorte que les droits de nos communautés soient suivis. Merci beaucoup. Merci, Slava. Je vois que Victoria voudrait répondre aussi. Oui, je pensais aussi en termes des protocoles que nous avons chez nous qu'on peut partager. Il y a une stratégie nationale de l'Inuit sur la recherche, ce qui est notre premier protocole d'envergure pour les activités qui impliquent non seulement les connaissances autochtones, mais aussi les communautés autochtones. Je pense que ce que nous avons en plus chez nous en ce moment sont des protocoles pour l'engagement avec les communautés inuites. Et lorsque j'avais commencé la présentation, j'avais dit qu'il y avait des liens directs entre ces différents sujets pour l'engagement des connaissances des communautés inuites. Mais nous avons ces protocoles pour l'engagement des communautés plutôt avec les bases de ces engagements pour recueillir, s'engager avec ces connaissances autochtones. On en a là, même au niveau des communautés, où les communautés parfois ont le droit de refuser ou d'accepter les demandes de recherche pour parler des paiements, à quel taux on doit les payer pour participer dans les recherches. Il y a des moments où ces protocoles sont en place. Il n'y a pas de protocole spécifique sur l'engagement des connaissances de peuples autochtones, proprement dit, dans les terres inuites. Nous sommes en train de développer cela actuellement, mais vous voyez souvent que dans différents documents développés dans différents peuples, il y a des éléments sur l'engagement de nos connaissances dans ces sujets-là. On a prêté beaucoup d'attention là, mais cela n'a jamais été documenté de manière directe, jamais été compilé de manière directe. Et ce que nous avons vu, c'est que la manière dont on parle de la manière de savoir si quelque chose soit équitable et juste et éthique, comment savoir si ces choses sont comme ça. Une chose importante à noter, c'est que nous savons lorsque cela n'est pas le cas. Ça, c'est la partie facile. Nous savons, on reconnaît que cela n'est pas une chose juste ou équitable. Et ce qui est compliqué maintenant, c'est lorsqu'on se met ensemble pour développer ces protocoles, c'est de savoir quels sont les conseils qu'on donne aux individus pour faire cela de manière correcte. Ça, c'est plus difficile à développer. Cela prend un certain temps, mais on a déjà bien pris cela en compte déjà. Merci. Merci, Victoria, pour ces commentaires. Vous avez bien expliqué les difficultés. Je me tourne vers le chat. Et sur ce que vous avez dit, cela va à propos des droits d'auteur. Il y a une question à propos des études sur les connaissances traditionnelles qui sont devenues la norme, qui sont utilisées pour la planification des ressources et du développement. Et ces ressources sont utilisées comme matière première par d'autres détenteurs de connaissances. Donc, est-ce que vous avez des conseils en ce qui concerne la protection donc, du savoir autochtone et comment promouvoir cette protection? Victoria? Eh bien, je peux peut-être vous donner un exemple. Non, allez-y, oui, cela va. Oui, si vous le permettez, en ce qui concerne cette question, je dirais que la mondialisation
se poursuit. Et c'est là un phénomène qui a affecté considérablement nos connaissances. Nous sommes souvent confrontés à la situation suivante. Un chercheur n'utiliserait qu'un aspect de notre savoir autochtone, un aspect qui est facilement compréhensible pour ce chercheur ou dont il peut profiter. Donc, ça veut dire que ces chercheurs ne sont pas toujours objectifs par rapport à nos connaissances autochtones. Et malheureusement, c'est une pratique très répandue. Malheureusement, donc, l'utilisation sélective des connaissances, il faut bien le reconnaître. Également, il nous faut réfléchir à la déontologie, très importante pour les chercheurs. Je sais que les anthropologues ont leur propre code de conduite, leur propre code éthique. Mais malheureusement, à la lumière des dernières décennies, on se rend compte que la science de plus en plus sert les intérêts du monde des entreprises. Et ces codes déontologiques ne sont plus applicables, ou ne sont plus appliqués en tous les cas. Et par conséquent, il nous faut porter notre attention à nouveau sur ces codes déontologiques. Peut-être qu'il nous faut dresser nos propres codes déontologiques sur cette question du savoir autochtone. Et donc, il faut donner des indications claires quant à l'utilisation de ces connaissances. Mais la mondialisation, comme je l'ai dit, se poursuit. Il y a une commercialisation accrue de notre savoir traditionnel. C'est un fait. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre cela? Eh bien, il nous faut établir des droits collectifs. Il nous faut comprendre que la culture n'est pas un phénomène statique. La culture est vivante et dynamique. Mais il ne faut pas oublier ce qui est le fondement de nos propres cultures. Il nous faut d'un côté réfléchir à comment nous pouvons protéger les droits des peuples autochtones, et je parle ici des droits de propriété intellectuelle. Donc il nous faut pouvoir sauvegarder ces droits des peuples autochtones. Et trop souvent, on a exploité véritablement certains aspects de notre culture, exploités à des fins commerciales. On nous dit toujours la culture est importante, penser culture. Oui, c'est un mot très à la mode, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je regrette d'avoir à dire qu'il faut pouvoir nous protéger contre ce phénomène. Merci. Merci Slava. Victoria, souhaiteriez-vous rebondir? Oui, eh bien, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Nous en avons fait également l'expérience. Et je voulais donner quelques exemples. Quant à moi, je comprends la question des différentes espèces et leurs mouvements dans leurs habitats dus au changement climatique. Il y a différentes espèces, disons, dans la région du Pacifique, dans le nord, certaines espèces de poissons qui intéressent à la fois les peuples autochtones, puisque c'est la sécurité alimentaire que cela représente, et le gagne-pain, mais c'est une espèce donc commerciale. Donc, on veut absolument savoir quels sont les mouvements migratoires de ces espèces piscicoles. Et les connaissances autochtones nous permettent de bien suivre la situation, mais de prévoir quels seront les mouvements de ces espèces, soit de poissons, de mammifères ou autres. Et le risque que ces connaissances soient effectivement pour profiter aux pêcheries commerciales plutôt que d'aider à protéger notre capacité de promouvoir la pêche artisanale, la chasse artisanale, pour répondre aux besoins des peuples autochtones. Et dans certaines régions côtières de l'Alaska, que je connais bien, on souhaite partager nos connaissances, car elles peuvent être très importantes d'un point de vue scientifique, mais en même temps, ça peut être très compliqué avec les droits donc de pêche et de chasse.
Alors, bien sûr, au niveau gouvernemental, autour d'une table, bien sûr, on en discute. Mais après que ces discussions aient lieu, il faut savoir comment, en fait, nous pouvons nous-mêmes utiliser ces informations pour nous protéger. Mais merci, Victoria, et merci, Slava. Eh bien, ce sont là de très bons exemples qui nous font comprendre l'exemple de l'importance de cette sauvegarde et que c'est un mouvement qui doit être mené par les peuples autochtones. Il ne s'agit pas d'utiliser de manière sélective ce savoir autochtone et qu'il doit y avoir une véritable copropriété et partage de ce savoir. Dans le chat, nous avons en fait un commentaire de Andrea Klerman. Elle aimerait que vous commentiez là-dessus. Je vais vous lire ce qu'elle dit. Vous pouvez commenter là-dessus si vous le souhaitez. Les tout derniers commentaires en ce qui concerne le respect du droit de l'autodétermination des peuples autochtones et la souveraineté des gouvernements autochtones. Ceci est un aspect clé des protocoles pour la collecte d'informations. Ceci est très important. Et il faut absolument respecter les conditions pour avoir accès à nos peuples et à les interviewer ou les filmer, qu'il faut absolument donc tenir compte et respecter donc le code promulgué par nos autorités autochtones. Attention. Oui, en ce qui concerne notre propre expérience dans le cas du Panama, comme je l'ai expliqué précédemment, nous avons dit qu'il est important que notre gouvernement national doit comprendre que nos peuples autochtones ont leur propre savoir traditionnel, sans lequel on n'aurait pas pu survivre. Et grâce à ce savoir traditionnel, et notre culture aussi, qui a pu être renforcée, c'est cela qui nous a permis de prospérer. Et nous considérons que les effets du changement climatique, en fait, renforcent nos propres préoccupations et le travail que nous faisons. Au niveau national, bien sûr, on se rend compte qu'il y a un phénomène migratoire où les peuples des zones rurales ont tendance à migrer vers les villes. Et ceci est au détriment, bien sûr, de nos propres communautés rurales. Et on se rend compte que même d'ailleurs dans les zones urbaines, eh bien, très souvent la culture traditionnelle peut être réinventée au niveau, par exemple, du chant ou de la danse. Et donc ce savoir traditionnel, en fait, profite au monde entier, et pas seulement aux peuples autochtones. Nous partageons tous cette même humanité. Et les autres cultures ont besoin de ce que nous, peuples autochtones, pouvons leur apporter. Et tous les progrès qui ont été réalisés, la déclaration, par exemple, des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, cela a représenté un énorme progrès, naturellement. Et cela a permis d'ouvrir la voie vers d'autres processus de reconnaissance des peuples autochtones dans nos propres nations. J'ai écouté ce que les autres intervenants ont dit. Et je leur souhaite beaucoup de succès dans leur travail. Merci. Merci infiniment, Atencio. Slava? Oui, je souhaitais réagir à ce que Andrea
a dit à propos de l'autodétermination et des droits territoriaux des peuples autochtones. L'essentiel, à nouveau, et avec l'exemple de mon pays, la Russie, je dois dire que beaucoup dépend en fait malheureusement des politiques étatiques. Dans quelle mesure les États reconnaissent-ils en fait les droits des peuples autochtones? Malheureusement, dans mon pays, je dois dire que ces espoirs n'ont pas vraiment été réalisés. C'est pour cela que je pense que l'élaboration de protocoles internationaux sur l'interaction avec les peuples autochtones et l'utilisation du savoir autochtone et traditionnel, ceci est très important pour nous et on pourrait se servir de ces protocoles si nous pouvions les appliquer, par exemple, dans nos interactions avec les agences de l'État. Et on pourrait s'en servir également avec les entreprises, les instituts de recherche scientifique, donc, et qui devraient respecter ces protocoles et principes internationaux. Et c'est pour cela que je pense que même si l'État ne reconnaît pas les droits des peuples autochtones, je pense que préparer ces protocoles pour l'avenir, ceci est très important. Merci, je pense qu'effectivement cela est très important, à savoir essayer d'identifier donc les protocoles qui existent et essayer donc d'extraire les idées et les sauvegardes aussi qui pourraient être introduites seulement que dans ces protocoles. Ça nous donne beaucoup de matière à réfléchir et à agir. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je sais que tous les intervenants ont pu écouter les différentes interventions et poser et répondre à des questions. Et je me demandais s'il y a d'autres panélistes qui souhaiteraient intervenir avant que je donne la parole à Daly. Non, personne ne demande à prendre la parole. Donc, je vais vous donner la parole à Daly. Oui, merci. Bien, je ferai une autre requête. Est-ce que nos intervenants souhaiteraient réagir à ce que vos collègues ont dit? Y a-t-il des choses que vous souhaiteriez souligner qui ne l'ont pas encore été faites avant de conclure? J'ai une ou deux planches que je souhaitais partager avec vous, portant sur les exemples que je souhaitais vous présenter, mais je souhaiterais vous donner la parole en tant que détenteur de connaissances autochtones, en tant qu'expert dans votre propre domaine. Auriez-vous de toutes dernières réflexions, peut-être, ou de points que vous aimeriez souligner? Victoria. Bien, je souhaitais dire très rapidement ce que j'aime beaucoup en ce qui concerne le travail international avec les peuples autochtones et qu'on peut se retrouver dans différents endroits et entretenir différentes conversations. Mais nous avons très souvent des expériences très communes et je ressens ce sentiment de solidarité, en fait, qu'on essaie tous de progresser ensemble. Donc, c'est pour cela que je souhaiterais remercier tous et toutes de vos commentaires et interventions aujourd'hui. Merci, Slava ou Tencio. Oui, bon, le changement climatique, bien sûr, est un défi très important à relever par tous, y compris les peuples autochtones. Et c'est devenu un autre sujet très populaire pour la recherche scientifique. Mais il ne faudrait pas que ce soit simplement donc un thème à la mode. Mais il faudrait que notre travail de recherche se fasse en véritable coproduction. Et je pense fermement que le webinaire d'aujourd'hui a beaucoup contribué à cela. Jusque maintenant, nous avons été un élément passif dans la recherche, mais il nous faut être beaucoup plus actifs. Il faut que nous puissions tout rendre possible pour cette recherche et qu'elle puisse être menée donc au nom de nos communautés et de leur bien-être. Merci. Merci, Slava. Atencio.
pueblos indígenas de América Latina, el cambio climático es un En ce qui concerne les peuples autochtones de l'Amérique latine en général, le changement climatique représente un énorme défi également, car cela n'affecte pas seulement le niveau des mers, mais les montagnes, les lacs, les forêts, toute la nature. Et il nous faut réfléchir au fait que le savoir autochtone devra redoubler d'efforts et fusionner avec toutes les autres connaissances, tous les autres savoirs. Et nous avons pu survivre à cette pandémie grâce à nos connaissances, à notre médecine traditionnelle, mais nous avons dû faire face également aux défis que nous présente la nature. Et par conséquent, la solidarité internationale et les échanges entre peuples autochtones seraient un énorme pas en avant qui nous permettrait de progresser, et ceci pour protéger les générations futures. Merci. Je ne sais pas si Chili est toujours en ligne. Non, apparemment pas. Thomas me fait signe que non. Eh bien, avant de conclure, je souhaitais très rapidement partager avec vous mon écran. Les exemples que j'ai mentionnés précédemment. Et en particulier, je voulais noter une initiative qui a été entreprise par Inuit Youth, la jeunesse inuit, et leurs commentaires sur leurs connaissances autochtones. Et il s'agit là d'un exemple, et j'inclus en fait le site web de ce document. Et je suis particulièrement impressionné dans ce cas particulier, car c'est la jeunesse qui a fait entendre sa voix et a insisté sur le droit de maîtriser leurs propres connaissances dans leur écosystème, dans leur environnement particulier. Et ils indiquent en fait qu'il ne s'agit pas seulement des valeurs, des connaissances, des coutumes, mais que le savoir autochtone est un mode de vie. Il s'agit de comportements, d'attitudes, d'interactions sur nos connaissances. Il ne s'agit pas simplement d'aspects liés à la procédure, mais il s'agit véritablement d'un engagement de fond et fondé sur leurs valeurs. Et donc, si vous jetez un coup d'œil sur ce document, eh bien, vous verrez qu'au cœur de ceci, eh bien, il s'agit du respect des uns des autres, des décisions prises par consensus, travailler ensemble dans un but commun. Donc, ce genre d'idées soulevées par Slava, lorsqu'on a parlé des aspects pratiques des choses dans les communautés. Et aussi, ce qui est important dans ce document, c'est qu'ils disent à d'autres, les chercheurs, les gouvernements et autres, qu'il y a des avantages à honorer et respecter le protocole, les directives, la déontologie, car cela vous permettra d'être plus efficace si vous travaillez de pair avec les communautés, avec honneur et respect. Ça vous permettra de dépenser moins d'argent. Vous serez plus en sécurité dans nos territoires, nos terres. Votre recherche sera plus pertinente. Et cela reprend également un commentaire qui a été fait par Slava sur l'aspect pratique de ces choses. La compréhension de l'environnement, de la culture, toutes ces choses. Et cela va au-delà, en fait, de ce qu'exigent les gouvernements, comme Victoria l'a dit. Excusez-moi de vous interrompre. Pourriez-vous partager votre écran avec nous, car nous ne voyons plus ce que vous voyez à l'écran. Ah, excusez-moi, je pensais avoir partagé mon écran avec vous. Voyons. Je m'en excuse, certainement.
Sorry about that, everyone. Voilà, pardonnez-moi. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez à présent ce que j'ai affiché à l'écran? Oui. Très bien, merci. Donc, il s'agit du code IAT 6. En fait, ce que je souhaiterais, c'est revenir en arrière. Voilà. Il s'agit de la page de couverture du document dont je vous parlais et qui a été élaboré par Inuit Youth, la jeunesse inuit. Et vous avez l'adresse web là. Maintenant, en ce qui concerne le code IAT 6 que j'ai mentionné aussi précédemment, eh bien, ce document explique l'objectif du code précisément. En particulier ici, comme vous le voyez, donc la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et je ne vais pas entrer dans le détail car il ne nous reste que quelques minutes. Mais le document poursuit en expliquant le besoin d'un engagement éthique en ce qui concerne le savoir autochtone. Il y a des citations importantes incluses dans ce document. Et pour l'heure, je dirais qu'il signale en particulier quelles sont leurs propres valeurs. Et il s'agit en fait des habitants des îles du détroit de Torres. Et comme nous l'avons fait nous-mêmes dans nos discussions lors de ce webinaire et du premier webinaire de formation, l'importance de l'autodétermination autochtone, le leadership autochtone, l'impact et les valeurs, la durabilité et la redevabilité, et comme bien d'autres, les Inuits et les Kuna et autres, et du point de vue de Slava et de la Fédération de Russie également, un tel engagement doit être constant et reflété dans les différents processus. Et encore une fois, vous voyez, reconnaissance et respect, recherche menée par les peuples autochtones, donc différents éléments que vous voyez à l'écran qui sont au cœur de leur propre code. Et je disais au début que le code est davantage orienté vers les chercheurs, les conseils d'administration des universités, les instituts de recherche, mais beaucoup a été recueilli et vu à travers le prisme du code IAT 6 et l'importance primordiale du consentement éclairé, qui est également mentionné dans leur code éthique. Et comme je l'ai dit précédemment, ce code de conduite est accompagné d'un guide pratique qui explique comment appliquer le code donc dans la pratique dans les communautés autochtones. Et je pensais qu'il serait utile de partager quelques exemples existants, mais surtout, pour reprendre également ce que Victoria et Slava ont dit, ce que Atencio et Chili également ont mentionné, ce qui a émergé au niveau international représente un cadre important pour renforcer la production de protocoles et de directives. Et je suis très reconnaissante des efforts qui ont été faits lorsque, par exemple, aucune directive n'existe, et ce que Slava nous a dit en particulier, fort heureusement, les développements ou les cadres internationaux offrent un fondement qui nous permet d'élaborer des protocoles et des directives en faveur de l'engagement éthique pour les connaissances éthiques et les peuples, pour les connaissances et peuples autochtones dans tous nos travaux, mais surtout pour sauvegarder les droits et les intérêts et le statut et le rôle des peuples autochtones. Je pense que c'est là un des résultats très importants de ce webinaire d'aujourd'hui, que les peuples autochtones sont des détenteurs de droits et que l'engagement auprès de ces communautés peut être pleinement informé par le plaidoyer auquel nous avons procédé au niveau international et en particulier dans le contexte actuel, à savoir la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et comment ce changement climatique impacte nos communautés et comment nous, par
par le biais du respect, de notre reconnaissance, du savoir des peuples autochtones, nos valeurs, nos coutumes, nos pratiques, que nous pouvons contribuer considérablement, mais seulement si nous sommes bien compris, pas seulement en tant qu'objet de l'impact du changement climatique, mais également en tant que sujet du droit international, mais sujet aussi en tant qu'élément important du savoir et de pouvoir progresser de manière qui respecte notre droit à l'autodétermination, aux ressources de la terre et autres, et notre droit à être pleinement informé et pour que nous puissions donner notre consentement éclairé et bien d'autres éléments. Je dirais rapidement que le site web de la CCUNCC et les protocoles à venir incluront et reflèteront un grand nombre d'éléments d'information en ce qui concerne les travaux du groupe de facilitation, mais cette activité également, et nous encourageons vivement tous les participants, pas seulement nos présentateurs et intervenants aujourd'hui, mais tous les participants à contribuer toute information que vous auriez sur vos communautés et que vous contribuez à ces activités de manière respectueuse afin de pouvoir partager les protocoles et les directives pour l'engagement éthique des détenteurs de connaissances autochtones et des perspectives des peuples autochtones sur le site web lié à cette activité particulière et aussi des autres informations sur la note de concept pour cette activité et de l'interaction ou l'interconnexion avec d'autres activités du groupe de travail de facilitation illustrées par le biais de leurs propres activités. Et enfin, je souhaite également dire qu'un rapport sera publié une fois qu'on aura fini ces 4 séances, ces 4 webinaires, cette série de 4 webinaires. Donc, un rapport sera rédigé et publié et qui sera affiché sur le site web de la CCUNCC. Et donc, j'ai été très honoré de pouvoir animer donc, ce webinaire et d'avoir pu écouter vos différents points de vue et la sagesse de nos intervenants aujourd'hui qui m'a beaucoup inspiré. Et à présent, je vais donner la parole à Thomas pour des remarques de conclusion, suivi également, j'imagine, du secrétaire pour tout mot de clôture. Merci également aux interprètes pour leur contribution et nous avoir permis de mieux communiquer, de bien nous comprendre. Donc, merci infiniment. Thomas? Thank you, Daly. I just have some very quick closing remarks. I'd like to just remind everyone that j'ai dernière remarque à faire dans ces deuxième 4 webinaires. Comme vous l'avez vu tout à l'heure à l'écran, notre troisième webinaire aura lieu le 25 février où nous allons discuter l'utilisation des connaissances autochtones et l'utilisation des connaissances autochtones. Notre dernier webinaire sera le 25 mars. Ce sera sur cette même page web. Et on va parler des mesures détaillées et procédurales pour faire en sorte qu'il y ait un engagement éthique des détenteurs. Et on espère que vous allez pouvoir nous rejoindre. Si vous n'avez pas pu assister à notre premier webinaire, cela est disponible sur YouTube et ce webinaire sera bientôt disponible sur YouTube. En dernier lieu, j'aimerais remercier encore une fois tous nos participants, nos orateurs. On vous remercie de partager vos connaissances, de vos points de vue, pour avoir une discussion très riche aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup. J'aimerais aussi remercier nos interprètes. L'accessibilité a toujours été un problème au niveau de notre groupe de facilitation. Donc, on est ravis de pouvoir fournir ce séminaire en 4 langues pour avoir différentes perspectives par rapport à auparavant. Merci aussi aux interprètes. Donc, j'aimerais aussi remercier les participants et les membres
des communautés locales, des peuples autochtones aussi. En dernier lieu, j'aimerais remercier le secrétariat pour leur soutien, pour Joanna, qui travaille avec Daily, co-hôte Daily aussi aujourd'hui. Donc, si étant dit, je vous remercie tous et toutes pour avoir préparé ce webinaire et on espère vous voir lors de nos 3e et 4e webinaires. Ceci étant dit, c'est fini. Si vous avez de derniers commentaires à nous donner, allez-y. Oui, merci Tom, merci Daily pour dire que la version éditée de cet enregistrement, on va l'éditer, on va mettre cela sur notre page web. Vous pouvez trouver cela sur page web de la LCIP aussi et dans le portail qui sera lancé dans les mois à venir. On va mettre des enregistrements édités de toutes les langues sur notre site web. Donc, merci beaucoup. Merci. Yeah.